Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous partenaires avec DLA Piper. Je reçois aujourd'hui Olivier Dorgan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes counsel, département Litigation and Regulatory chez DLA Piper. On va parler aujourd'hui de la loi Sapin 2. Pourquoi la France a-t-elle décidé de moderniser son dispositif de lutte contre la corruption ? Comme vous le savez, la France s'apprête à présenter un projet de loi sur la transparence et la modernisation de la vie économique, dit projet de loi Sapin 2, pour répondre aux vives critiques dont la France a fait l'objet ces dernières années. Donc l'actuel dispositif de lutte contre la corruption a été régulièrement critiqué par l'OCDE, par des organisations non gouvernementales comme Transparency International, qui reprochent notamment à la France et à son dispositif son manque d'efficacité et la faible proactivité des autorités judiciaires françaises. Certes, on a assisté à un certain nombre de progrès ces derniers mois. Je pense notamment aux lignes directrices du service central de prévention de la corruption. Il n'empêche, la France a un certain retard et pâtit de sa mauvaise réputation à l'international. Aujourd'hui, même si la France en 2015 a gagné 3 places dans le classement de Transparency International par rapport à 2014, elle reste loin derrière certains de ses partenaires commerciaux, aussi bien en Europe, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, les pays scandinaves, qu'en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ce qui ne va pas sans poser problème aux grands groupes internationaux français, notamment dans le cadre d'appels d'offres internationaux ou de projets de joint venture avec des partenaires étrangers, où l'on reproche aux entreprises françaises leur manque de maturité en matière de lutte contre la corruption. Comment expliquez-vous le manque d'activisme de la France dans la répression des actes de corruption ? Donc, ce manque d'activisme des autorités judiciaires a deux sources à mon sens. D'une part, la lourdeur et la lenteur des procédures et d'autre part, la difficulté pour le parquet aujourd'hui de prouver des faits de corruption à l'international. À ce titre, Transparency International souligne la faiblesse des condamnations des personnes physiques pour corruption d'agents publics étrangers, moins d'une dizaine, et l'absence totale de condamnation définitive de personnes morales, ce qui est regrettable, et c'est l'OCDE qui le dit, compte tenu du poids économique de la France et de l'exposition des entreprises françaises au risque de corruption internationale. Cette situation est d'autant plus paradoxale que certaines grandes entreprises françaises ont été lourdement condamnées par le régulateur américain pour corruption d'agents publics étrangers. Je pense notamment à Alstom en 2014, qui est copé d'une amende de 800 millions de dollars. Je pense à Total en 2013, qui est copé d'une amende de 400 millions de dollars. Je pense également à Alcatel-Lucent, qui en 2010 était condamné à 140 millions de dollars d'amende. Donc à ce titre, les entreprises françaises figurent parmi les plus sanctionnées au monde par le régulateur américain. Et le régulateur français se devait d'agir pour rattraper ce retard français et moderniser le système actuel. Alors, quels sont les principaux contours connus de la loi Sapin 2 et ses objectifs ? Alors, aujourd'hui, la loi Sapin 2 n'est qu'au stade d'avant-projet de loi. Le projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres à la fin du mois de mars. Il n'empêche qu'on sait aujourd'hui que la loi Sapin 2 va introduire une série d'outils innovants qui vont permettre de prévenir, de détecter et de sanctionner efficacement les actes de corruption. Donc à ce titre, la loi Sapin 2 va tout d'abord remplacer le service central de prévention de la corruption par une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, dont les pouvoirs seront larges et comparables notamment à ceux de l'autorité des marchés financiers ou l'autorité de la concurrence. Cette nouvelle autorité aura plusieurs missions. Elle devra tout d'abord établir une cartographie des risques de corruption au niveau national par secteur d'activité. Elle soumettra les entreprises publiques à des procédures anticorruption strictes. Elle voudra, pour ce faire, mettre en avant le caractère irréprochable des entreprises publiques en matière de corruption. Et elle publiera, et c'est très important, des recommandations pratiques relatives à cette obligation de prévention des risques de corruption, qui est la deuxième nouveauté de la loi Sapin 2. Donc, en effet, la loi Sapin 2 prévoit d'introduire une obligation de prévention des risques de corruption pour les entreprises françaises. Donc, pas toutes les entreprises, seulement les grandes entreprises françaises, donc celles de plus de 500 salariés ou celles de taille moyenne mais qui appartiennent à un groupe de plus de 500 salariés qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuellement. C'est une obligation d'inspiration britannique. Le UK Bribery Act avait innové sur ce point en 2010 et les entreprises concernées, en vertu de ces nouvelles obligations, vont devoir prendre une série de mesures. Elles vont, dans un premier temps, devoir cartographier les risques de corruption en interne. Elles vont devoir ensuite adopter un document de référence, que ce soit un code éthique ou un code de bonne conduite. Elles vont devoir mettre en place un processus d'alerte interne.
D'ailleurs, en ce sens, la loi Sapin 2 va venir renforcer et protéger le statut du lanceur d'alerte, c'est une autre nouveauté, et elles vont devoir déployer des séances de formation à destination des populations les plus exposées. Alors, tout ceci n'est pas nouveau. La France avait déjà adopté des mesures préventives anticorruption. Pour la première fois, en mars 2015, c'était le service central de prévention de la corruption qui l'avait fait. Ces lignes directrices étaient une véritable avancée, mais elles souffraient à mon sens de deux écueils. Le premier, c'est qu'elles restaient de la soft law, du droit mou, et donc elles n'étaient nullement contraignantes pour les entreprises, et celles qui les adoptaient n'étaient nullement protégées pénalement, le cas échéant, si un acte de corruption survenait en leur sein. Ces lignes directrices n'étaient que des lignes méthodologiques. Elles ne dessinaient pas les comportements, elles ne distinguaient pas les comportements qui étaient permissibles ou impermissibles en fonction de l'état actuel du droit. Alors, sur cette obligation de prévention des risques de corruption, quels sont les enseignements que l'on peut tirer des modèles britanniques et américains? Donc, les régulateurs américains et britanniques sont très pragmatiques dans leur approche des risques de corruption. Donc, les régulateurs émettent des lignes directrices qui contiennent des véritables normes de comportement. Donc, de manière très explicite, les régulateurs américains et britanniques distinguent entre ce que peut faire ou ne peut pas faire une entreprise quand elle invite des clients, quand elle participe à des activités de sponsoring, de mécénat, à la vie politique, en matière de cadeaux. Et il existe des analyses très précises de comportement. Il est impératif d'offrir une garantie juridique similaire aux entreprises françaises. Et c'est ce que devrait faire normalement l'Agence de lutte contre la corruption. La loi Sapin 2 prévoit l'introduction d'un mécanisme de transaction pénale pour les affaires de corruption. Quelles en sont les principales caractéristiques et pourquoi sortir du tout judiciaire? Effectivement, la loi Sapin 2, c'est la troisième nouveauté, prévoit l'introduction d'un nouveau mécanisme de justice transactionnelle pour les faits de corruption. À mon sens, cette introduction doit être saluée parce que ce nouveau mécanisme devrait permettre non seulement d'accélérer les enquêtes et le traitement des affaires de corruption, il devrait permettre de sortir du tout judiciaire, de proposer des alternatives aux poursuites, notamment des transactions pénales sans reconnaissance préalable de culpabilité. C'est ce que font les Anglais et les Américains au travers des Deferred Prosecution Agreements, au terme desquels les entreprises sanctionnées ont pour obligation de renforcer leurs procédures internes, le tout sous le contrôle de ce qu'on appelle un monitor. Transparency International avait déjà appelé de ses vœux la mise en place d'un tel dispositif pour deux raisons. Pour pallier à ce qui était perçu comme étant une forme de clémence de la part des autorités judiciaires françaises et pour permettre une résolution plus souple des enquêtes de corruption. La loi Sapin 2 s'inspire des recommandations de Transparency International et devrait permettre aux entreprises poursuivies pour faits de corruption de conclure un accord dans lequel il y aurait une reconnaissance préalable des faits de corruption, donc pas nécessairement de la culpabilité, mais simplement des faits, une mise sous surveillance de l'entreprise, là on se rapproche du système du monitorship anglo-saxon, l'adaptation des procédures internes pour prévenir toute récidive, ou l'adoption, le cas échéant, s'il n'y a pas de procédure interne, et le paiement d'une lourde amende, et ça c'est une nouveauté, dont le montant cependant ne devrait pas dépasser 30% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise au cours des 3 dernières années. Le juge judiciaire sera également inclus dans le processus transactionnel, comme c'est le cas aux États-Unis et au Royaume-Uni. À mon sens, le mécanisme de règlement transactionnel des affaires de corruption est une bonne chose parce qu'elle permettra une approche plus collaborative et plus intelligente dans la lutte contre la corruption. Comment les entreprises françaises peuvent-elles d'ores et déjà anticiper les futures obligations introduites par la loi Sapin 2? Les entreprises françaises peuvent d'ores et déjà anticiper ces mesures de plusieurs manières et certains groupes français l'ont déjà fait. Donc elles peuvent pour ce faire s'inspirer des lignes directrices du service central de prévention de la corruption, mais également des standards américains et anglais qui ont fortement inspiré la loi Sapin 2 ou l'avant-projet de loi Sapin 2. Donc elles peuvent mener des audits de conformité en interne, elles peuvent adapter leurs procédures, elles peuvent adapter ou adopter des guides internes et elles peuvent également dispenser des formations à l'égard des populations les plus exposées. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, les entreprises françaises vont devoir mettre en place des programmes de conformité adéquats, non seulement pour anticiper ces nouvelles obligations réglementaires, mais également pour répondre aux attentes de transparence et d'intégrité des partenaires commerciaux de la France. Et à mon sens, la loi Sapin 2 devrait permettre aux entreprises françaises de gagner en attractivité par rapport à leurs concurrents anglais et américains qui ont déjà adopté des standards similaires. Merci beaucoup. Merci à vous.